des Affaires étrangères de Cuba. Et je donne la parole à son Excellence Naledi Pandor, ministre sud-africaine des Relations internationales et de la coopération. Monsieur le Président de l'Assemblée générale, Excellence, Monsieur Korosi, Monsieur le Secrétaire général, Antonio Guterres, Excellences, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président, qu'il me soit permis de m'associer aux félicitations qui vous ont été adressées à l'occasion de votre accession à la présidence de l'Assemblée générale. Je vous souhaite plein succès. Mes remerciements vont également à votre prédécesseur pour son sens de l'initiative et bien entendu, je remercie le secrétaire général Guterres ainsi que la vice-secrétaire générale pour leur rôle de chef de file de notre organisation multilatérale. Monsieur le Président, nous nous réunissons alors que la famille des Nations Unies est mise à très rude épreuve. Les États membres doivent œuvrer aux côtés de l'ONU afin de mettre en place des ripostes couronnées de succès aux défis de l'heure. Comme le thème de l'Assemblée générale le démontre, ces défis sont divers, colossaux et pourtant intriqués, et aucun pays ne peut y faire face seul. Certains ont déclaré qu'il s'agissait d'un moment charnière de notre histoire. La pandémie de Covid-19, la guerre entre la Russie et l'Ukraine influence fortement nos comportements aujourd'hui. Toutefois, aux yeux de mon pays, le véritable point d'inflexion serait l'avènement d'un monde subvenant pleinement aux besoins des marginalisés et des oubliés. Nos plus grands défis planétaires sont la pauvreté, les disparités, le chômage et le sentiment d'être ignoré et exclu. Dans le droit fil de la vision 2021 de notre programme commun du secrétaire général, nous devons nous atteler à ces objectifs, car remédier à la pauvreté et au sous-développement permettrait de nous acheminer vers ce véritable point d'inflexion dans l'histoire humaine. La Charte des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l'homme, ainsi que les protocoles des droits humains, nous enjoignent tous de protéger tous les peuples sans aucune distinction. Nous devons prendre conscience que nous sommes confrontés à ces crises aujourd'hui parce que nous n'avons pas toujours honoré ces principes fondamentaux de façon cohérente ou équitable. Nous pensons que le droit international compte et le droit international doit être respecté de toutes et de tous. Nous avons tiré bien des enseignements de la pandémie de Covid-19 qui nous a démontré ce que nous devions faire en tant que communauté internationale et ce que nous devions éviter face aux écueils de ce monde. Nous devons tirer un meilleur parti de ces enseignements. Certaines initiatives louables ont été entreprises, à l'instar de l'accès aux outils de l'accélérateur contre la Covid-19, coprésidé par le président Ramaphosa, champion de l'Union africaine pour la riposte contre la Covid-19, ainsi que le Premier ministre de la Norvège. Cette initiative a permis de poser les jalons d'une distribution plus équitable de vaccins, de moyens thérapeutiques et de diagnostics. Nous souhaitons aujourd'hui remercier tous les pays qui ont honoré leurs engagements financiers en faveur de l'accélérateur ACT. Monsieur le Président,
La solidarité mondiale est de mise pour surmonter d'autres difficultés telles que l'insécurité énergétique alimentaire, les changements climatiques ou encore les dégâts causés par les conflits et notamment la menace existentielle que représentent les armes nucléaires. Jusqu'à présent, au lieu d'œuvrer à l'unisson pour relever ces défis, nous nous sommes éloignés de plus en plus, alors que les tensions géopolitiques et la méfiance ont peu à peu caractérisé nos relations. Toutefois, nous devons aller de l'avant, solidaires dans nos efforts face aux difficultés communes pour faire prévaloir la paix et le développement durable. L'une des tâches que nous devons mener à bien, Monsieur le Président, est de veiller à ce que les pays en développement ne soient pas laissés pour compte lorsque des traitements sont rendus disponibles. Et cela en créant et en appuyant les moyens de recherche et d'innovation en Afrique et dans d'autres parties du monde en matière de fabrication de vaccins, en misant sur des systèmes de santé publique plus forts et en formant des milliers de membres supplémentaires du personnel soignant. Tout cela doit passer par des investissements pérennes dans les institutions de recherche, d'enseignement supérieur et également dans la coopération en matière de recherche de par le monde. La mobilisation des ressources et des moyens afin de consolider la riposte à la pandémie ainsi que l'état de préparation de toutes les contrées devrait être fortement augmenté. Car, en effet, sinon, nous, les dirigeants du monde, aurons échoué si lors des pandémies à venir, les plus démunis sont à nouveau aussi peu préparés que c'était le cas face à la Covid-19. Nous devons renforcer le dispositif de santé mondiale afin de pouvoir prendre à bras le corps les défis des nouvelles pandémies et d'autres maladies. L'Afrique du Sud s'enorgueillit de faire partie de la solution face à ces problèmes, notamment à travers la création de pôles de transfert de technologies d'ARN messager, ce qui contribuera à la sécurité de l'approvisionnement de médicaments salvateurs à destination des pays africains et d'autres pays en développement. Monsieur le Président, mon pays, l'Afrique du Sud, à l'instar de bien d'autres pays en développement, se heurte à de grands défis en matière de développement, notamment dans le secteur énergétique. Il nous faut de concert faire face aux pénuries énergétiques, notamment en mettant en place des solutions novatrices, plus bon marché, plus propres, plus accessibles. Aux côtés des partenaires internationaux, l'Afrique du Sud a élaboré son plan pour une transition énergétique juste afin d'amoindrir les émissions néfastes dans notre pays. Nous nous attelons également à une économie plus verte et cette initiative prend de l'envergure dans notre pays. Monsieur le Président, nous souhaitons louer le secrétaire général pour avoir braqué les projecteurs lors de cette Assemblée générale sur la transformation de l'éducation. L'éducation demeure l'un des principaux moyens de mettre un terme à la pauvreté et aux inégalités et nous allons nous atteler à donner davantage accès à une éducation abordable dans notre pays et sur le continent africain. L'Afrique du Sud a des écoles gratuites, primaires et secondaires, pour les apprenants les plus vulnérables. Nous avons également un programme de bourse d'État pour les étudiants démunis qui remplissent les conditions de l'enseignement supérieur. Ces mesures, au fil des années, ont permis une scolarisation croissante de personnes qui, auparavant, n'avaient pas accès à l'éducation. Dans les domaines de la recherche et de l'innovation, il convient de nouer davantage de partenariats, tels qu'un projet d'infrastructure scientifique accueilli en Afrique du Sud et en Australie, le Square Kilometre Array,
Un partenariat international qui est l'une des entreprises scientifiques de la plus grande ampleur de l'histoire. Des partenariats de ce type doivent être encouragés afin de tirer parti des percées scientifiques aux fins du développement. Nous sommes également d'avis que le système commercial multilatéral doit être consolidé afin de réunir des conditions propices au commerce équitable et également d'ouvrir de nouveaux horizons aux économies en développement. Si des mesures concrètes ne sont pas prises, les pays en développement seront toujours exposés à ce système commercial et financier mondial déséquilibré. Monsieur le Président, tirons donc parti de cette nouvelle ère afin de réitérer notre engagement en faveur du multilatéralisme, seul moyen d'ériger un monde meilleur. Les Nations Unies doivent elles-mêmes être transformées afin de pouvoir endosser leur rôle, consciente des dynamiques de par le monde. Il est inadmissible que 77 ans après la création des Nations Unies, 5 pays ont un pouvoir de prise de décision disproportionné dans le système des Nations Unies dans son ensemble. Les réformes des Nations Unies doivent passer par des organes plus représentants, plus transparents, plus responsables, ces organes de gouvernance mondiale. Pour que l'ONU puisse bien fonctionner, l'Assemblée générale doit être revitalisée, le Conseil de sécurité doit être remanié. Nous ne pouvons pas non plus avoir d'organisation crédible si ceux qui violent sans cesse la charte ne sont pas tenus de rendre des comptes. Monsieur le Président, nous pensons qu'il faut agir sans plus tarder afin de préserver l'environnement et notre planète pour les générations actuelles et futures. Si l'Afrique est le continent le moins responsable de la crise climatique, il réside pourtant à l'épicentre de ses pires répercussions. Dès lors, la COP27 en Égypte doit déboucher sur un accord énonçant des mesures renforcées et équilibrées en matière d'adaptation, d'atténuation et de financement. Bien entendu, tout cela en prenant en compte nos responsabilités communes mais différenciées et nos capacités respectives. Qui plus est, nous devons également à cette COP trouver un mécanisme pour prendre en compte les pertes et préjudices. En Afrique du Sud, notre cabinet s'est doté de politiques de grande envergure pour pouvoir atteindre nos objectifs de changement climatique. Nous avons mis sur pied une équipe spéciale sur le financement de l'action climatique qui coordonnera les négociations avec le groupe de partenaires internationaux pour donner corps au partenariat pour une transition énergétique juste. Partenariat qui a pour objectif de répondre aux besoins en matière d'investissement dans les infrastructures et abandonner ainsi progressivement le charbon en ne laissant personne pour ton compte. Il est évident, Monsieur le Président, que pour ériger un monde meilleur, il faut faire régner la paix et la stabilité. Nous pensons que la résolution des conflits ne doit pas passer par l'embrasement de ces derniers, mais bien par le dialogue politique. La paix doit être vue comme un bien public mondial. Il n'y a pas eu de gagnant des guerres de ces 7 dernières décennies. Non, au contraire, tout cela suscite troubles, méfiance entre les nations, dissensions, comme on l'a vu cette semaine, une mauvaise allocation des ressources en faveur des armes, une pauvreté accrue et un sous-développement. Tout cela sont des effets des guerres. Alors que nous nous attelons à régler les conflits de l'heure, n'oublions pas ceux de longue date, à l'image de celui qui touche le peuple de Palestine. Dossier inscrit aux Nations Unies depuis la genèse de cette organisation. Nous ne pouvons oublier les paroles de l'ancien négociateur israélien au pourparlers d'Oslo, Daniel Levy, qui a pris la parole récemment devant le Conseil de sécurité et a parlé du poids croissant des opinions d'érudits, de juristes et de l'opinion publique
ayant désigné Israël comme un auteur d'apartheid dans les territoires placés sous son contrôle. Israël doit rendre des comptes pour ces mesures destructrices qui ont sensiblement entravé la possibilité d'une solution des deux États. Dans le même ordre d'idées, l'on ne peut oublier la lutte vieille de plusieurs décennies en faveur de l'autodétermination du peuple du Sahara occidental. Nous devons traiter tous les conflits sur notre planète avec la même indignation, quelle que soit la couleur ou la foi des personnes touchées. L'Afrique du Sud appelle de ses vœux la fin de l'embargo contre Cuba, qui continue de faire obstacle au droit au développement des Cubains. Nous appelons également à lever les mesures coercitives unilatérales décrétées contre le Zimbabwe, qui ont accentué les problèmes rencontrés par le peuple du Zimbabwe et ont des effets délétères sur la région de l'Afrique australe. Monsieur le Président, notre quête d'un monde meilleur ne pourra se matérialiser tant que les discriminations perdurent en raison de l'origine raciale, du genre, du sexe, de l'origine ethnique, sociale, de la couleur de peau, de l'orientation sexuelle, de l'âge, du handicap, de la religion, de la conscience, de la croyance, de la culture ou de la langue. Il nous revient de veiller à ce que toutes les filles aient accès à l'enseignement et que toutes les femmes puissent travailler, étudier, lancer leur activité et poser des choix et contrôler leur vie et leur corps. Nous devons veiller également à donner davantage la parole aux femmes à l'Assemblée générale des Nations unies. Nous devons venir à bout des violences faites aux plus vulnérables, bien souvent des femmes et des enfants. Nous avons constaté que les femmes en situation de conflit sont en situation de précarité, notamment les journalistes. Le meurtre de Shirin Abu Akleh et d'autres journalistes nous rappelle tristement les périls auxquels sont exposées les femmes en temps de conflit. Nous devons tout mettre en œuvre pour les protéger et ne pas ménager nos efforts pour demander des comptes à ceux qui en sont responsables. Nous devons également renforcer nos capacités et nous inspirer des voix des jeunes africains. À cet égard, nous devons tirer parti de la dividende démographique en investissant davantage dans une éducation de qualité afin de remédier à la pauvreté intergénérationnelle aux côtés d'économies inclusives. Monsieur le Président, l'Afrique abrite plus de 1,3 milliard de personnes et se relève rapidement de siècles de colonialisme, d'occupation et d'exploitation, de sous-développement et d'ignorance de par les autres. Nous avons à présent un accord de zone de libre-échange africain et les pays du continent jettent des bases solides d'un nouveau chapitre marqué par le commerce et la productivité. Nous réunissons les conditions nécessaires à la libre circulation des biens et des services entre les marchés africains, à la croissance de l'industrie, à la construction de routes, de ponts ou encore de chemins de fer, de ports et de centrales électriques qui nourriront notre croissance. Alors que nous nous attelons à nouveau à mettre fin à des conflits, à l'insurgence, aux guerres dans différents pans du continent, nous allons essayer de continuer de mettre en phase nos programmes, ceux de l'Union africaine et ceux des Nations unies. Afin de surmonter tous ces défis planétaires, nous devons trouver un moyen de sortir de ce monde trop polarisé. Un système international fondé sur des règles, reposant sur le droit international et un respect scrupuleux des dispositions de la Charte des Nations Unies s'impose. Un tel système devra venir préserver les intérêts de toutes et de tous, et pas seulement des puissants. Nous reconnaissons les efforts déployés par le secrétaire général dans notre programme commun que nous appuyons sans faille. Nous pensons qu'il nous a ainsi présenté des moyens de mettre de côté nos dissensions, d'ériger la confiance et un monde qui permettra aux générations futures de prendre leur essor. Voilà
le mandat que nous devons prendre à bras le corps et pas celui des clivages et des conflits. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci de m'avoir donné la parole. Je remercie la ministre